Alors, bienvenue, chers internautes, au débat du jeudi pour cette émission consacrée pour le Grand Congo avec les mêmes internautes. Donc, aujourd'hui, nous avons un autre invité avec nous qui s'appelle Monsieur Jules. Monsieur Jules, bonjour. Bonjour, mon frère. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, merci beaucoup pour votre participation au débat du jeudi. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir aujourd'hui sur le plateau du débat du jeudi. D'accord, merci beaucoup, c'est gentil. Donc, nous avons Monsieur Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Bonjour, Kikeli. Tu vas bien aussi? Je vais bien, merci beaucoup. Nous avons Monsieur Marco. Bonjour Marco. Oui, bonjour Monsieur Kekeli et ravi de te revoir encore une fois de plus aujourd'hui. Okay. Donc, nous allons commencer. Merci. Donc, nous allons commencer le débat. Il y a Monsieur Zachary qui va nous rejoindre en cours de route. Donc, ma première question revient à Monsieur Marco. Le Congo souffre-t-il aujourd'hui des coalitions politiques tout azimut? C'est une très bonne question. Mais ce qu'il faut souligner, il y a un problème d'ordre général en Afrique. Ce n'est pas seulement au Congo. Le problème, ce n'est pas un problème de regroupement politique, mais c'est un problème d'hommes. En Afrique, en général, et au Congo en particulier, on a un problème d'hommes. Les regroupements politiques sont juste des cadres qui sont mis pour essayer de matérialiser, bien sûr, certaines configurations de la scène politique, mais cela ne conditionne pas la gestion du pays. Donc, la gestion du pays, elle est gérée par des hommes, et si nous n'avons pas des hommes à la hauteur de gérer les pays, je t'assure, mon frère, même si vous prenez un regroupement politique des partis démocrates et américaines, vous les amenez au Congo, ils ne sauront rien faire. Donc, pour dire que les regroupements politiques est un des éléments, mais c'est plus les hommes qui conditionnent la vue et la survie d'une nation. Lorsqu'on n'a pas des hommes compétents ou à mesure de répondre aux attentes de la population, même si vous prenez un regroupement politique dans lequel vous mettez Jésus dedans et Mahomet dedans, je t'assure, il n'y aura pas de résultat escompté. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Marco, pour votre intervention. Donc, ma seconde question, c'est avec Monsieur Jean-Paul, c'est de savoir la récente rupture du président Tshisekedi est-elle une preuve d'un manque de conviction politique? Et merci, Monsieur Kekeli, pour m'avoir posé cette question. Bon, en réalité, comme la fois passée, j'avais parlé, le problème des ruptures politiques, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, parce que ce sont des histoires qui ont commencé depuis l'indépendance, même vers les années 90, on a vécu la même chose avec l'Union sacrée qui existe, qui a réapparu à nouveau. Mais ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui, c'est-à-dire il y a toujours des alliances. À un certain moment, les gens peuvent se séparer pour des raisons d'intérêt ou je ne sais pas, pour d'autres, peut-être quand l'un ne retrouve pas ses intérêts dedans. Mais moi, ce que je peux parler de Kabila et Tshisekedi, ce sont des alliances qui ont été faites juste pour le pouvoir. Et lorsqu'ils ont eu le pouvoir, parce qu'au départ, ils n'ont pas les mêmes idéaux, ils n'ont pas la même conviction politique, même ils n'ont pas vraiment, même quand vous lisez ce qu'on appelle les trucs qui m'échappent un peu, leurs projets de société, vous allez voir que oui, ce ne sont pas les mêmes. Mais c'était juste une alliance qui a été faite par des circonstances et on savait que dans l'avenir, ça ne pouvait pas marcher parce que tout au départ, ils n'ont jamais marché dans les mêmes convictions politiques et les mêmes idées. Ok, merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul. Alors, Monsieur Jules, donc ma question à vous aussi, c'est de savoir, parce que Monsieur Jean-Paul vient de dire tantôt que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu cette union sacrée là de la coalition. Donc, j'aimerais savoir, est-ce un exemple pour la jeunesse congolaise? En tant que jeune Congolais, est-ce qu'un exemple pour vous? Bon, pour moi, vraiment, donc, je pourrais quand même soutenir tous mes deux compatriotes vraiment dans leur intervention. Et ils ont parfaitement raison, il n'y a pas des hommes d'État. Et la jeunesse d'aujourd'hui souffre à cause de nos politiciens parce qu'ils ne savent pas comment dirais-je, encadrer l'avenir du pays. Donc, ils sont là seulement pour se positionner. Et c'est en ce moment-là, maintenant, la jeunesse souffre maintenant pour se relancer vers le futur. Vous voyez, donc, c'est un peu ça que je pourrais dire là-dessus sur la jeunesse. Ok, merci beaucoup, Monsieur Jules. Alors, Monsieur Marco, j'aimerais savoir,
en ce qui concerne le Congo, on dit si on est tous d'accord que l'instabilité politique ne favorise pas une émergence économique, est-ce qu'on peut oser dire que c'est là le problème aujourd'hui pour le Congo si le Congo n'avance pas? Oui, évidemment, parce que on doit se le dire en termes d'investissement extérieur. Lorsqu'il y a instabilité politique dans une nation, évidemment, les investisseurs ne viendront pas, ça c'est sûr. Mais j'aimerais revenir sur quelque chose. En fait, il n'est pas un péché que les gens se regroupent ou se rassemblent ou se mettent ensemble. Et d'ailleurs, même ça, c'est le grand défi de l'Afrique parce que les gens ont du mal à se parler, à se mettre ensemble pour résoudre les questions qui sont importantes pour la survie de la nation, ça c'est sûr. En fait, d'une autre façon, on peut les dire comme un regroupement politique qui s'est fait. Mais le seul but d'un regroupement doit être ou doit tourner autour des attentes de la population et non des positionnements quelconques comme je viens de le dire. Donc, moi, je pense que oui, évidemment, l'instabilité politique est un obstacle majeur. Monsieur Jules, ma question, c'est de savoir, cette instabilité politico-économique, a-t-elle accru sous Kabila ou lui aussi a hérité d'un système déjà pourri? Bon, moi, pour moi, je pourrais dire là-dessus par rapport à l'ancien président Kabila. Et il a trouvé le pays là où entre guillemets, son papa lui avait légué, parce que son papa était mort et puis lui, il a eu le pouvoir. Il nous a ramenés quand même aux élections, on a vu cela. Il y avait d'abord 4 présidents, ils ont partagé le pouvoir entre le Congolais, il a partagé le pouvoir. Et puis, il a ramené le pays quand même aux élections. Mais par rapport à l'économie du pays, pour moi, l'ancien président, il a il a fait réguler le pays. C'est comme si nous étions dans la bourse. Pour moi, vraiment, je vois vraiment que sa politique n'était pas vraiment constante. Sa politique, c'était vraiment plus personnel au lieu de partager le pouvoir à tout le monde, au lieu de partager le bien du pays à tout le monde. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on souffre de cela. Même l'actuel président qui a eu le pouvoir, il souffre aussi de relancer les pays. En fait, moi, j'aimerais un peu intervenir par rapport à ce que Jules dit, si vous me le permettez. OK. En fait, il faut qu'on se le dise, le président Kabila a hérité de quelque chose. C'était quoi? En fait, on doit d'abord souligner que le Kabila, le père, a su comprendre la chose, mais il n'avait pas bien posé les bases. Le développement d'un pays axe sur l'homme. Et lorsque Kabila, le père, a accédé, il a essayé de travailler sur la mentalité de l'homme congolais. Et tous mes confrères sont là, ils ne vont pas me contredire là-dessus. C'est le seul président, hormis le fait que nous avons traversé près de 32 ans de dictature, parce que rassurez-vous que lorsqu'un pays est en dictature, quels sont les ingrédients qui vont avec? C'est la corruption et évidemment les vagabondages politiques, les détournements, ainsi de suite, tout le mot que nous connaissons de l'Afrique, bien sûr. Alors, c'est Kabila le père, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a essayé de marteler sur l'homme congolais. Et il avait conditionné la mentalité de l'homme congolais, je t'assure. Si on donnait à ces messieurs-là près de 15 ans au pays, la mentalité de l'homme congolais allait être différente. Et mais choses comme les destins là, si vous voulez, il n'a pas pu faire long feu parce qu'il n'avait pas pu poser les bases de sa sécurité. Et aujourd'hui, on l'a perdu. Chose que nous tous on pensait que Kabila, le fils, pouvait faire la continuité, mais ces derniers est venu avec une politique de partage. C'est-à-dire qu'il a fait du Congo un gâteau dans lequel il pouvait partager, bien sûr, de part à tout ce qu'il voulait, bien sûr. Donc, il n'a pas pu poursuivre l'héritage qu'on lui avait légué. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, monsieur Zakari. Vous m'entendez? Bienvenue. Oui. Bienvenue parmi nous. Alors, je vais revenir vers vous, monsieur Zakari, mais je vais rapidement poser une question à monsieur Jean-Paul. Voilà. Donc, on vient d'écouter monsieur Jules et puis monsieur Marco qui parlaient d'une corruption, au niveau du gouvernement. Alors, quand M. Tshisekedi est venu au pouvoir, on a remarqué qu'il avait mis l'accent
au niveau de la corruption, M. Jean-Paul. Il fut un moment où il avait arrêté un de ses proches même, qu'ils ont accusé de détourner d'argent. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la corruption au niveau du Congo sous le règne de Tshisekedi? Merci, Monsieur Kekeli, de m'avoir accordé la parole. Moi, je dirais ceci. Au Congo, la corruption, ce n'est pas une chose qui date d'aujourd'hui. Apparemment, la corruption est institutionnalisée parce que tout le monde qui travaille a la facilité de voler. Et moi, je me dis toujours, je me pose des questions. Vous allez voir que quelqu'un, son salaire de base peut être dans 100, 200 dollars américains, mais il peut s'acheter une Jeep de 20 000 dollars et il peut construire une maison en étage. Par quel miracle, je ne sais pas. Parce que les chrétiens disent que c'est la grâce. Il y a même des chansons qui se chantent que c'est par la grâce que quelqu'un qui fait 50 mois impayé peut scolariser ses enfants, peut s'acheter une voiture. Je me pose aujourd'hui, avec le président Félix Tshisekedi, il a essayé quand même de commencer, mais c'est trop tôt pour dire qu'il va les réussir. D'ailleurs, nous voyons déjà des retombées. Déjà, il y a des choses qui se parlent avec certaines banques. Alors, nous sommes en train de suivre ça de près pour savoir exactement c'est quoi et quelles seront les retombées dans l'avenir. Moi, je pense que la grande chose qui se passe au Congo, ou ce qui freine aujourd'hui le développement de notre pays, c'est la corruption. Alors, je reviens avec M. Zakari. Alors, encore une fois, bienvenue parmi nous. Donc, nous avons parlé des alliances politiques au niveau du Congo. Alors, vous allez nous dire en quelques mots le rôle que peut jouer Falilou ou le rôle que joue Falilou parmi les alliances politiques au niveau du Congo. Si vous suivez les discours politiques de Fayulu, je peux vous énumérer un par un. Vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui n'amène pas un plan ou un plan de développement intégral du pays. Mais c'est quelqu'un qui cherche à se positionner. Par exemple, récemment ici, son fameux plan de sortie. Vous voyez que non, que lui doit être positionné soit comme Premier ministre, soit par exemple comme le Haut Conseil de gestion des institutions. Donc, vous voyez? Alors, bon. L'apport politique au point de vue dans le pays par rapport à l'organisation, par rapport à la coalition, donc, elle est vraiment minime. Vraiment minime parce que vous sentez et vous voyez au fond qu'il y a ce qu'on appelle un positionnement clair. Et récemment ici, il était pour que les alliances soient cassées entre Kabila et Tshisekedi. Il voulait effectivement qu'on puisse restructurer les choses, mais c'est-à-dire que c'est quelqu'un, on ne comprend même pas sa position claire. C'est-à-dire qu'il dit une autre aujourd'hui, demain il revient, on doit destituer le président, c'est le même projet qu'avait le clan Kabila. Deuxièmement, il dit que la nomination des juges n'était pas constitutionnelle. Entre-temps, c'est le plan du pouvoir. Donc, on n'arrivait pas à les positionner clairement par rapport à ce qu'il dit. Donc, un apport au point de vue, je dirais, pondération, donc c'est vraiment minime. Ce n'est pas quelque chose vraiment qui doit amener notre pays à un développement comme on s'entend, comme le pays s'entend aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un, à mon avis, donc, qui n'apporte pas, moi je peux dire, qui n'apporte pas un apport considérable dans le développement du pays, je dirais dans le développement politique. Merci beaucoup. Alors, nous tendons vers la fin de l'émission comme ça. Donc, ma question. Je peux intervenir par rapport à M. Fayulu, si vous me permettez. OK. En fait, la question, elle était importante et j'aimerais aussi apporter quelque chose de plus. On doit se le dire, on doit partir d'une situation qui est d'ordre général en Afrique et là, maintenant, on parle du Congo. Et personne ne doit l'ignorer que le vote ou le positionnement en Afrique, politique ou social, reste d'abord tribal. Donc, on ne doit pas se voiler la face en tant qu'intellectuel, on doit commencer par les dénoncer aujourd'hui. Donc, lorsque les candidats sont allés à Genève, évidemment, je vais te donner un profil. Il y avait Fayulu Mozito qui était de l'Ouest, Bemba du Nord, Tshisekedi du Centre, et Katumbi et Kamere de l'Est. Déjà, il y avait un profil avec un candidat commun qu'on allait mettre à la disposition de la population, c'était M. Etienne Tshisekedi. Mais, et il y a eu ce qui s'est passé, et évidemment, il y a eu la fibre tribale qui a parlé. Et
Fayoulou s'est positionné avec Mouzitou et on a vu tout ce qui s'est passé. Heureusement, Matungoulou aussi, et M. Matungoulou. Évidemment, Matungoulou, j'allais dire. Donc, on a vu ce qui s'est passé. Et heureusement pour M. Tshisekedi, qui avait un parti qui était vraiment reputé du point de vue de son lobbying, qui était contraint de revenir sur sa décision. Mais là n'est pas le question. En fait, M. Fayoulou, aujourd'hui, moi, je pense qu'il a un rôle à jouer, mais ça serait plus dans l'opposition parce qu'il est extrême. En fait, il a du mal à s'adapter à l'évolution de la situation. Parce qu'on doit se le dire, si tu te rappelles l'autre fois de mon intervention, je t'avais dit que la vie politique, c'est comme un enfant. Il y a un temps où on grandit, on atteint la maturité et on peut mourir. Donc, il y a eu un temps, on a connu le seigneur Kabila, qui a régné sur le Congo, qui a dompté le Congo. Et aujourd'hui, je pense que si Kabila replie en province, cela veut dire qu'il tend vers sa fin. Donc, Fayoulou a du mal parfois à lire les signes du temps. En fait, comme l'a dit M. Zakari, l'Union sacrée n'est pas un regroupement juridiquement connu, mais c'est juste un cadre dans lequel où les Congolais peuvent aller parler. Et c'est ça aussi les défis majeurs de l'Afrique, même dans des organisations africaines, on a du mal à se parler. Aujourd'hui, si on a payé des dignes fils du continent comme Kadhafi, c'est parce que les Africains avaient du mal à se parler. Donc, en fait, c'est cette fibre tribale-là qui constitue en fait un blocage d'abord à tous les regroupements qui se font au Congo. Parce que même les gens ont du mal à adhérer aux idéaux, ils adhèrent plutôt à la tendance tribale. Ça, on doit commencer à les dénoncer dès aujourd'hui pour aider l'Afrique, bien sûr. Même en Côte d'Ivoire, cette situation sévit jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. Donc, M. Fayoulou, c'est un leader qui, moi, je considère comme un leader par procuration, parce qu'il a été propulsé dans un cadre de vote simplement, mais qui aujourd'hui a sa place dans la scène politique congolais, mais qui serait plus dans l'opposition, parce que lui, il reste plus dans les extrêmes. Je pense que ça serait un peu plus le rôle qu'il pourrait jouer, bien sûr. Parce qu'il faudrait qu'il y ait un pouvoir et un contre-poids aussi pour faire pression au pouvoir, je pense. Ok, merci beaucoup. Alors, est-ce que je pouvais intervenir, M. Kekeli, juste pour... Oui, vas-y, allez-y. Oui. Bon, en fait, en suivant votre question, vous avez posé la question de savoir si quel rôle que Martin Fayoulou pouvait jouer dans la scène politique actuelle. En fait, Martin Fayoulou, c'est un Congolais, un politicien congolais qui a un rôle à jouer, effectivement, comme tous les autres Congolais. Même, on sait comment les gens deviennent des politiciens au Congo. On vient toujours de quelque part pour en devenir. Aujourd'hui, Kabila a hérité le pouvoir de son père. C'est comme Tshisekedi a hérité les partis de son père. Et Martin Fayoulou, moi, je connais que c'est un monsieur qui a un parti politique décidé. D'ailleurs, il y avait un seul député seulement au Parlement. Donc, il était méconnu, mais avec l'impulsion d'Etienne Tshisekedi, qu'on venait de dire, M. Zakari, qu'il a atteint le niveau qu'il a aujourd'hui. Et en fait, il a été aussi voté par des millions d'électeurs que nous ne pouvons pas oublier. Et il y a beaucoup de gens qui ont estimé en lui de quelque chose. Déjà, quand quelqu'un a été voté par des millions, c'est-à-dire il y a les gens qui lui ont fait confiance de le voter, ils savent qu'il peut apporter quelque chose. Alors, peu importe la nature qu'il est venu dans la scène politique, ce n'est pas quelqu'un qu'on doit écarter. Parce que la politique a ses réalités. Moi, je peux dire ceci. Aujourd'hui, on parle de la Constitution. Aujourd'hui, tout le monde veut parler de la Constitution et veut marcher selon la Constitution. Mais si on revient en 2006, lors des référendums, le seul parti politique qui avait dit non à cette constitution, c'est l'IDPS de Etienne Tshisekedi. Il a dit même à ces gens de ne pas s'enrôler, de ne pas voter. Mais aujourd'hui, il est dans la même constitution. Donc, il y a des choses qui peuvent toujours arriver. Alors moi, je vois qu'on ne peut pas le dénigrer et lui traiter comme si quelqu'un qui ne connaît rien. Si des millions de Congolais lui ont fait confiance, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a toujours un apport à apporter dans la politique congolaise. C'est-à-dire, et puis, je vous ai parlé aussi de l'union sacrée. Ces mots-là ne datent pas d'aujourd'hui et nous savons cette union sacrée à l'époque de Mobutu, comment il y a eu des trahisons, il y a eu des empoisonnements et Mobutu les a manipulés. Aujourd'hui, quand je vois les mêmes mots réapparaître, ce sont les jeunes d'aujourd'hui
qui vont trouver ça nouveau. Pour moi, qui est né à l'époque de Mobutu, grandi à l'époque de Mobutu, je connais l'histoire que personne ne peut me mentir. Donc, moi, je dis toujours ce que je sais et je connais que cette union sacrée-là, je ne vais pas encore être prophète. Je sais que ça va aboutir à rien parce que les Congolais ont du mal à se mettre ensemble. Parce que nous avons vu même les accords de Genève, ça prouvait juste l'incompétence de l'homme politique congolais. C'est-à-dire les politiciens congolais, même à San City, la même chose. Il faut que les gens soient derrière eux. Donc, pour trouver un candidat, les problèmes de leadership qui se passent dans la scène politique congolaise, c'est toujours ça. Donc, pour que les fils et filles du pays se mettent ensemble et trouver la solution à leurs problèmes, non. C'est juste que d'autres personnes doivent les faire asseoir comme des petits-enfants et leur donner les idéaux, quoi faire. Et c'est ça que le Congo souffre. Alors, moi, je pense que la manière dont Martin Fayulu a été parachuté, et il a été aussi élu par beaucoup des électeurs, c'est quelqu'un qu'on ne doit pas négliger. Peu importe ses caprices, peu importe ses erreurs, comme je vous ai parlé de Tshisekedi, le défunt, qu'il a lui des millions des électeurs en erreur de ne pas voter la Constitution. Après, lui-même s'est ressaisi, s'est rattrapé. Il est entré aussi dans la scène politique. Pour preuve, il a postulé même en 2011. Et aujourd'hui, c'est son parti qui a le pouvoir. Mais c'est lui qui s'est opposé au début. Donc, ce sont des choses qui peuvent toujours arriver. Comme ça, c'était juste mon intervention par rapport à ma... Merci. Est-ce que vous me permettez un peu juste d'éclairer non, mais un instant, M. Zakari, on retourne vers M. Jules. Monsieur Jules, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à M. Fayulu? Moi, je voulais dire une chose. Excusez-moi vraiment d'intervenir là-dessus parce que tous mes trois compatriotes, ils ont vraiment parlé. Et pour moi, Jean-Paul a vraiment éclairé la situation parce que nos politiciens, ils ne sont pas dans leurs paroles aussi. Jean-Paul, il a bien martelé là-dessus. Le défunt président de l'UDPS, de M. Tshisekedi, et il a boycotté la Constitution aujourd'hui. Donc, comme Zakari aussi vient de le dire, selon mon analyse, Martin Fayulu avait boycotté les élections, vous voyez, parce que tout a été magouillé, tout a été vraiment bien taillé par l'ancien président. Alors, pour moi, je vois donc si on commence à rejeter Martin Fayulu étant qu'opposant, et on oublie quand même son combat, et vraiment pour moi, c'est regrettable vraiment. Monsieur Zakari, tu dois vraiment donc m'excuser là-dessus, parce que c'est un monsieur qui est intelligent, on le sait très bien, il a travaillé, mais aujourd'hui, l'actuel président, il n'a jamais travaillé. Donc, nous sommes en train d'observer, de voir un peu ce qu'il est en train de faire. Oui, s'il fait quelque chose de bon, nous sommes derrière lui, parce que moi, je vous ai dit dès le début, je suis net. S'il fait quelque chose de bon, qui fait avancer le pays, nous serons tous derrière le président Kabila, le président Tshisekedi, je m'excuse. Mais s'il ne fait pas quelque chose de bon, on est toujours là comme des fanatiques. Pour moi, je serai dessus parce qu'on ne sait pas là où le pays va actuellement. Vous voyez? Donc, le pays souffre à cause des positionnements, le pays souffre à cause des fanatiques, entre guillemets, le pays souffre à cause de tribalisme. Et pour moi, vraiment, donc, c'est regrettable d'être toujours fanatique au lieu de soutenir quand même des personnes qui veulent que le pays avance. Pour moi, Martin Fayulu, il doit rester toujours dans l'opposition parce que s'il adhère le pouvoir, parce que le président Kabila, le président Tshisekedi, bien sûr que oui, il a tranché quand même, il ne veut plus encore la coalition avec l'FCC de l'ancien président. Bien sûr que oui, nous tous Congolais, étant que Congolais, on a tout compris ce qu'il a dit à la nation. Mais nous devons être aussi observateurs. Nous ne devons tous pas adhérer là-dessus parce que le parti politique qui quitte l'FCC pour adhérer l'Union sacrée, bon, on doit quand même se poser des questions. Pourquoi ils ont quitté et pourquoi ils sont passés vers le président Tshisekedi? Est-ce que c'est pour leurs intérêts? Est-ce que c'est pour la nation? Est-ce que c'est pour le peuple? Là, on doit se poser aussi des questions là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on reste toujours avec vous pour terminer parce que nous sommes à la fin de l'émission. Donc, j'ai ma dernière question. Quel est votre dernier mot pour cette jeunesse congolaise qui vous suit présentement? Le dernier mot pour cette jeunesse, comme je le dis au début, la jeunesse souffre. C'est-à-dire, la jeunesse a déjà compris que non, nos actuels politiciens, ils sont entre guillemets de vieux.
parce qu'ils ont déjà de 50 et quelques années. Ils ne veulent pas léguer quand même le pouvoir à la jeunesse. Et il n'y a pas un bon encadrement aussi à la jeunesse. Ce n'est pas seulement le Congo, comme on l'a dit au début. Alors, M. Marco, votre dernier mot pour cette jeunesse congolaise? En fait, pour aujourd'hui, on peut les dire, c'est un dernier mot, mais je pense que la jeunesse congolaise a un devoir de mémoire. Nous devons nous lever. C'est-à-dire nous devons dépasser nos appartenances tribales et fanatiques, ainsi de suite. En fait, le destin du Congo aujourd'hui, c'est nous. C'est vrai, nous avons quelque chose à léguer à nos enfants. Et raison pour laquelle, si nous tous, nous entrons dans des plateformes actuelles pour essayer de dénoncer et d'expliquer, de mettre à la disposition de ceux qui ne peuvent pas comprendre les choses, c'est pour éveiller la jeunesse congolaise. C'est-à-dire, dépassons nos appartenances tribales, dépassons nos tendances habituelles et lèvons-nous pour l'avenir de notre pays congolais. Alors, monsieur Zachary, votre mot de fin par rapport à cette jeunesse congolaise qui vous suit, s'il vous plaît? D'accord. Alors, bon, avant de faire mon dernier mot, je voulais juste regarder quelque chose pour un peu éclairer l'opinion. Premièrement, je n'ai pas dénigré M. Martin Fayulu. Deuxièmement, parce qu'on juge la personne par rapport à son apport, par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il donne. Donc, troisièmement, je ne nie pas que M. Martin Fayulu a étudié. On n'a pas dénigré M. Martin Fayulu, mais la question était tellement simple, c'est qu'est-ce que Martin Fayulu devait apporter. On y va dans cette optique-là, donc c'est comme ça que j'ai intervenu. Alors, j'ai entendu notre frère dire que bon, Félix n'a pas étudié. Non, parce qu'on ne peut pas démontrer devant les gens, hein, il a étudié ou il n'a pas étudié. Parce que non, je dis il n'a pas travaillé, okay, pas étudié, travaillé. Il n'a jamais travaillé. D'accord. Et parlons un peu par rapport à la gestion du pays. La gestion du pays, je pense qu'on nous a un peu inculqué une certaine mentalité qui nous donne une certaine vision par rapport à la gestion du pays, par rapport à la gestion du pays. La gestion du pays est tellement facile et tellement simple. C'est comme une gestion de la famille. C'est comme une gestion d'une petite entreprise. Donc, si déjà on sait gérer une petite entreprise, on sait évaluer les entrées et les sorties, on sait évaluer je dirais les comportements de chaque personne, on sait faire une petite évaluation et on peut faire un petit rapport. Donc, on peut diriger le pays parce que ça, c'est maintenant une gestion miniature qui est élargie à une gestion grande, je voulais dire. Donc, voilà un peu. Alors, par rapport à l'apport politique actuellement, et il y a mon frère qui a dit qu'il y a eu, des millions qui ont voté pour Martin Fayulu. Mais mon frère, vous ne devez pas l'ignorer, hein, que la campagne électorale a été battue à l'américaine. Et la personne qui a financé cette campagne, c'est Moïse Katumbi. On parle par exemple du côté des électorats de Bemba. On parle de l'électorat de Moïse Katumbi avec son ensemble, qui ont fabriqué ces électeurs pour qu'ils votent Fayulu, effectivement. Donc, ni t'étais ces deux personnes, on ne pouvait pas parler de Fayulu aujourd'hui, dans ce qu'il est aujourd'hui. Mais M. Zachary, s'il vous plaît, c'était pas vraiment cela. Excusez-moi. Là, nous sommes en train de courir vers le temps. Fabriquer, c'est autre chose, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pas fabriquer. Les journalistes ne sont pas de la parole. Le Congo avait besoin du changement, c'est tout. Le Congo avait besoin du changement. Ce n'était pas la fabrication du changement. Le changement, c'était Martin Fayulu. C'est moi qui que parlais. M. Tshisekedi avait dit. Il faut le dire. Il ne faut pas être fanatique, il faut dire vraiment la vérité. Qui avait dit le changement, c'est Martin Fayulu? Qui avait dit cela? Ce n'était pas Tshisekedi. Laissez-moi vous dire une chose. Vous êtes arrivé, les déclarations de Tshisekedi, ça s'est passé quand? Il faut savoir aussi ce qu'on appelle contextualiser, ce qu'on appelle les déclarations politiques des personnes. Tu vois? Tshisekedi a dit une réponse au moment où on a fini justement de faire ce qu'on appelle les élections. Est-ce qu'il avait fait la déclaration avant les élections ou après les élections? Donc, vous voyez,
Et voilà, ça veut dire que quelqu'un qui déclare un mot après les élections, ça dit que c'est un langage politique. Vous comprenez? Donc, moi, je reviens pour dire ceci, parce qu'il faut regarder les choses. En ce qui concerne la jeunesse doit se prendre en charge. Qu'est-ce que signifie se prendre en charge? Ça veut dire que la jeunesse doit travailler d'abord son mental. Ça, c'est le 1. Et la jeunesse doit se mettre à créer des structures qui vont faire de sorte qu'ils puissent faire entendre sa voix. La jeunesse ne doit pas rester, comment dirais-je, dans des slogans pour dire que non, travaillons, mais la jeunesse doit mettre en place des structures qui doivent le pousser justement à s'organiser. La jeunesse doit savoir lire je voulais dire, les signes du temps, et la jeunesse doit comprendre aussi tous les courants internationaux qui se créent autour de notre pays. Il doit comprendre quelle est la position de notre pays. Il doit comprendre les enjeux politiques de notre pays et les enjeux politiques actuels du monde. La jeunesse doit comprendre les enjeux économiques de notre pays et savoir quelle la position doit occuper notre pays dans 50 ans. La jeunesse doit comprendre ça. Et la jeunesse doit travailler dans le développement, comment je pourrais dire, dans le développement des structures économiques, culturelles, pour essayer de changer un peu la mentalité. Merci. Donc, comme je le disais tantôt, nous sommes arrivés à la fin. Donc, je pense que les autres aussi vont dire leur dernier mot. Monsieur Jean-Paul, votre dernier mot, et puis nous allons clôturer l'émission. Merci de m'avoir accordé la parole, mon frère Kekeli. Je dirais ceci pour la jeunesse, c'est comme j'ai évoqué auparavant, que la jeunesse aujourd'hui souffre de la politique. Parce que comme nous sommes dans l'émission, chacun de nous a un diplôme universitaire, comme vous nous voyez, mais on n'a pas eu la chance de travailler au pays, nous sommes allés à l'étranger pour se chercher. Et pourtant, avec nos diplômes, on est capable d'aider notre pays. Alors, ce qui est mal chez nous, c'est de voir qu'un jeune, comme j'avais dit, qui a terminé ses études, qui va à la retraite, mais les gens qui travaillent, que nous avons connus, sont toujours là et qui sont en train de changer de couleur politique à tout moment. Donc, à chaque pouvoir, ils changent que de couleurs politiques comme les habits dans leur corps et nous, on en souffre. Et quand ils ont des querelles entre eux, c'est nous, la même jeunesse qu'on envoie à la rue pour se faire abattre pour leurs propres intérêts. C'est pourquoi moi, j'interpelle la conscience de la jeunesse parce que notre avenir, c'est nous-mêmes que nous devons les décider. Et non, nos politiciens peuvent décider à notre place. C'est ce que nous ignorons parfois. Nous avons tous étudié comme eux, nous avons des diplômes comme eux ou plus qu'eux-mêmes, mais malheureusement, ils ne nous donnent pas cette chance aussi de travailler pour l'avenir du pays. Nous avons des jeunes gens qui ont des ambitions politiques et des bonnes idées pour les pays, mais souvent, ils sont écartés par le même vieux et qui le manipule à tout moment. Alors, mais rien n'est perdu encore jusque-là. Avec de telles émissions, lorsque nous essayons un peu d'interpeller la conscience de la jeunesse, j'espère qu'après quelques années, tout peut aller dans le bon sens. Merci. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Donc encore une fois, merci à tout le monde, Monsieur Zachary, Monsieur Jean-Paul, Monsieur Marco et Monsieur Jules. Donc encore une fois, merci beaucoup. Et nous remercions Monsieur Thiabio à la régie, Monsieur James, le chef rédacteur, et puis le boss Maman, le directeur des programmes. Donc encore une fois, merci beaucoup. Et tous ceux qui ont envie de participer à cette émission, vous pouvez nous envoyer des messages au niveau de notre page Facebook que vous êtes intéressés par rapport à l'émission. Donc encore une fois, merci beaucoup. Et on se dit à très bientôt sur d'autres sujets. Bye bye.